Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour. Bonjour. Vous avez été largement associé à la chronique de Judith Merguier. Alors, on va tout de suite enchaîner. Emmanuel Macron envisage d'alléger les contraintes sanitaires dans certains départements. Est-ce raisonnable? Est-ce possible? Est-ce nécessaire? C'est quelque chose qui se fera de toute façon dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors, ce qui est amusant quand on se compare, c'est par exemple l'Italie est en train de durcir actuellement puisque le pass sanitaire va être renforcé, notamment dans la question des entreprises, où on va le demander de manière systématique. Je pense qu'aujourd'hui, l'État est sur le fil du rasoir entre d'un côté la gestion d'une contingence sanitaire, d'un autre côté un président de la République dont tout le monde sait qu'il est virtuellement candidat, même si lui aussi décide de son moment et de son heure, et donc il a une gestion politique et électorale d'une forme de mécontentement ou de peur par rapport à une partie de la population sur ce pass sanitaire. Et puis troisième chose, il y a la question du risque judiciaire aujourd'hui. Enfin, la question de la mise en cause de Madame Buzyn devant la Cour de justice de la République fait que tout responsable politique par rapport à cette crise sanitaire se dit aujourd'hui qu'il a le risque de pouvoir être attaqué sur la gestion qui aurait été la sienne de la sécurité sanitaire des Français. Vous, comme maire, vous vous dites, si j'allège un peu, si je suis tolérant, je risque de me retrouver devant un tribunal? Pour le coup, sur ce point-là, en tant que maire, non, même s'il y a une judiciarisation de plus en plus forte de l'action publique. Mais enfin, quand on a une ministre de la Santé qui est mise en examen devant la Cour de justice de la République, qui avait elle-même au-dessus d'elle un Premier ministre, un président de la République, qu'on a un ministre de la Santé qui l'a remplacé, la question qui se pose quand on a ce type de logique, c'est quelle est la part de responsabilité politique, quelle est la part de responsabilité pénale et judiciaire. Et je pense qu'aujourd'hui, sur des sujets aussi lourd que cela au niveau national, on décide de consignes qui peuvent avoir des conséquences sanitaires graves, qui peuvent envoyer des gens à l'hôpital, à qui on peut vous reprocher potentiellement d'avoir causé des morts. Eh bien, une des questions qui se pose, c'est est-ce que a posteriori, dans 6 mois, un an et demi, en jugeant avec ce qu'on saura dans un an ou un an et demi de la réalité de l'époque, on ne risque pas de me mettre en cause. Je pense qu'il y a une évolution de la société qui est extrêmement dangereuse de ce point de vue-là. Alors, si le risque est plus grand pour ceux qui décident, est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures un peu plus coercitives? Par exemple, la vaccination obligatoire élargie à d'autres professions, peut-être à toute la population. Comme ça, tout le monde est protégé. C'est le problème du en même temps. C'est Emmanuel Macron n'a pas souhaité, et c'est très français d'ailleurs, on impose rarement, on essaye d'inciter, mais il n'a pas souhaité imposer la vaccination obligatoire. Le pass sanitaire cet été, ça a été quoi? Ça a été de manier une contrainte sociale, de faire peser un poids social sur la non-vaccination très forte vis-à-vis des Français, oui, pour les inciter massivement à se faire vacciner. Voilà. On n'est pas obligé, mais en fait on est obligé. Ça a marché. On est à quasiment 50 millions de personnes vaccinées aujourd'hui, c'est plus de 80% du public cible qui est intégralement vacciné, qui a eu ces 2 doses. Donc c'est quelque chose qui a été efficace d'une certaine manière. Mais on a préféré recourir à une forme de contrainte plutôt que d'assumer, de dire on impose la vaccination. C'est un choix qui a été fait. Vous évoquiez l'Italie. Sécuriser la relance économique en instaurant le pass sanitaire pour être sûr que les entreprises ne vont pas être des clusters, est-ce que ce n'est pas une idée raisonnable? La pire chose qui pourrait arriver aujourd'hui, c'est d'avoir de nouvelles mesures de confinement, de nouvelles restrictions, de nouvelles fermetures d'activités. Enfin, les confinements, on en a eu plusieurs, y compris quand on parle de couvre-feu, c'est une forme de confinement. Et je pense que la pire chose qui puisse arriver aujourd'hui, c'est d'avoir des commerces qui ferment, c'est d'avoir des transports qui ferment, c'est d'avoir des flux entre régions qui soient fermés. La France, le monde ont énormément souffert économiquement de ce à quoi on a été confronté. On commence à voir qu'il y a une reprise qui se dessine de manière assez forte, alors de manière disparate en fonction des secteurs, mais nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de faire face à une nouvelle fermeture. Cette reprise, 6% de croissance, accompagnée par un peu d'inflation, une inquiétude sur les taux d'intérêt, mais au cœur du débat, l'augmentation des salaires. De plus en plus de partis, de syndicats la réclament. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire et possible ? Je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire. Il y a eu une enquête qui est parue hier, qui d'ailleurs montre que, je crois que c'est 40% des Français ont l'impression de vivre moins bien, de moins bien gagner leur vie aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et ce sentiment de déclassement généralisé de la population française, ça fait 40 ans qu'on le mesure. Donc c'est quelque chose qui existe, qui est réel. Ce sur quoi nous plaidons énormément avec Valérie Pécresse, par exemple, c'est de dire qu'on doit remonter les salaires en baissant le niveau de charge. Qu'on a un niveau de charge dans ce pays qui est insupportable et qu'on doit redonner du pouvoir d'achat aux gens. Sur les plus petits salaires, il n'y a pratiquement plus de charges. Quand on est jusqu'à 2 200 €, c'est-à-dire jusqu'à 2 SMIC, on arrive effectivement à avoir un niveau de charge qui reste extrêmement élevé. Autre crise, une crise diplomatique. La France se sent trahie, humiliée par l'Australie qui a dénoncé un contrat de vente de sous-marins et par les États-Unis qui ont ourdi la manœuvre. Est-ce la preuve de notre déclassement international ou simplement qu'on ne peut plus faire confiance aux Américains ? On ne peut être trahi que par ses amis.
Et là, on a été trahi par des alliés. Mais on est dans un schéma de concurrence mondiale. Enfin, le commerce mondial, le commerce des armes mondiales, les relations internationales, c'est pas un monde de bisounours. Très clairement, les Anglais qui se sont éloignés de l'Union européenne se sont rapprochés des États-Unis. C'est un axe transatlantique qui existe depuis des années et sont venus manger des parts de marché qui étaient des parts de marché politiques, économiques et militaires françaises. Et comment peut-on riposter? On peut riposter si on arrive enfin à voir ce que nous appelons de nos voeux à l'UDI depuis des années, une politique européenne commune, cohérente et dynamique. De défense. Mais la France toute seule, de défense. Vous êtes macroniste sur ce point-là. Non, on n'est pas macroniste, on est européen. L'UDI est un parti profondément européen. On considère que la France doit être le moteur de l'Europe, mais que la France, avec ses 67 millions d'habitants, ne peut pas rivaliser dans le concert des nations face aux États-Unis, face à la Chine si elle est seule. Et que si on veut pouvoir être efficace, si on veut pouvoir défendre nos intérêts géopolitiques, comme ça a été le cas par exemple en Australie où effectivement on perd ce contrat de 12 sous-marins qui est absolument colossal, qui représentait plus de 30 milliards d'euros, qui représentait des années et des centaines d'emplois pour notre pays, eh bien c'est pas tout seul qu'on pourra le défendre, c'est en ayant un bloc européen de 300 millions d'habitants qui travaillent, qui poussent dans le même sens et qu'on arrive enfin sur des questions géopolitiques, stratégiques et militaires à avoir des logiques communes. Alors, Union des démocrates et des indépendants, l'UDI. Indépendant, vous l'avez été pendant ce quinquennat, parfois plutôt avec la majorité, parfois plutôt contre. Comment voyez-vous ce qui se passe à droite en ce moment, cette pseudo-primaire? Déjà, l'UDI a été extrêmement clair. L'UDI n'a jamais été dans la majorité présidentielle d'une quelconque manière. Les membres polynésiens de votre parti étaient plus proches, d'autres étaient plus loin. Enfin, vous étiez entre deux. Non, il n'y a jamais eu de ministre membre de l'UDI, de l'UDI membre du gouvernement. Il n'y a jamais eu de liste commune sur les élections nationales, notamment européennes, avec le gouvernement. Là-dessus, il y a eu une étanchéité complète. Sur la situation aujourd'hui à droite, elle est à la fois complexe et pleine d'espoir. Elle est complexe parce qu'il y a une multitude de talents à droite et au centre droit. Donc ça veut dire qu'on va avoir dans les mois qui viennent sur l'élection structurante de la vie politique en France la question du choix qui va devoir se faire, mais elle est pleine d'espoir parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui la seule alternative au duel Macron-Le Pen dont les 2/3 des Français ne veulent pas, elle n'est pas à gauche. La gauche est ultra divisée et radicalisée pour une partie d'entre elles et l'alternative, l'espoir, il est sur le champ politique, le spectre politique de la droite et du centre droit. Votre candidat est une candidate, c'est Valérie Pécresse dans cette compétition? Alors, à titre personnel, ma candidate est Valérie Pécresse, parce que je travaille avec elle au quotidien, parce que je connais le travail, la force de travail qui est la sienne. Ce que nous avons porté en Île-de-France est quelque chose d'absolument énorme en termes de réduction de la dépense publique, en termes de réduction du nombre de fonctionnaires, en termes d'investissement dans les secteurs structurants. Pour autant, l'UDI, en tant que formation politique, se prononcera au mois de novembre sur le choix qui sera celui du parti. L'éventualité d'un candidat UDI est totalement écartée pour ne pas diviser et ruiner cet espoir, ou c'est une possibilité? Non, nous aurons deux possibilités, soit avoir une candidature autonome, soit soutenir un candidat issu de la droite parmi ceux qui sont d'ores et déjà candidats. Je vous dis, moi je plaide pour que nous soutenions Valérie Pécresse, mais encore une fois, c'est un débat que nous allons avoir dans les 2 mois qui viennent. L'espoir de la droite d'arriver au second tour grandit parce que Zemmour est candidat et Éric Zemmour fait baisser Marine Le Pen. C'est ça l'équation magique qui pourrait faire gagner l'ancienne majorité de droite? Vous savez, quand vous faites une course, vous avancez dans votre couloir, vous évitez de regarder les couloirs à côté. Je pense que la droite aujourd'hui et le centre, lorsqu'ils sont unis, lorsqu'ils arrivent à rassembler de manière large, ont une capacité à changer les choses. La candidature de M. Zemmour, c'est une candidature qui regarde vers le passé. C'est une candidature aujourd'hui qui est quasiment à l'extrême droite de celle de Mme Le Pen. C'est son sujet, c'est pas le nôtre. Mais il correspond à une France en colère, une France inquiète, angoissée par rapport à l'islam, par rapport à l'immigration, par rapport à la sécurité. Il correspond à une France qui a peur de l'avenir, qui regrette le passé et qui ne s'aime pas. Et pour parler à cette France, que faut-il lui dire? Qu'il faut arrêter les réformes dans ce pays pour ne pas blesser le corps social ou au contraire accélérer les réformes? C'est le problème de la France et des Français, c'est pas ce qu'on leur dit, c'est ce qu'ils voient. En politique, ce qui compte, c'est pas les déclarations d'amour, c'est les preuves. Et moi, je crois énormément à la démonstration par la preuve. Les promesses, les gens n'y croient plus. Ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut porter, notamment à droite et au centre, c'est que nous dirigeons des exécutifs locaux, régionaux, départementaux, municipaux, dans lesquels nous avons réussi. Ce qu'on a été capable de porter en Île-de-France, on pense pouvoir le porter au niveau national. La vérité de M. Zemmour, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va y porter? Des débats sur CNews ou
sur des chaînes de télévision. C'est bien, être chroniqueur, c'est un métier. Être politique, c'en est un autre. Ce que nous portons aujourd'hui, c'est pas des promesses, c'est de dire ce que nous avons su faire en Île-de-France, nous le ferons au niveau national. Et quelle sera la valeur ajoutée de cette alliance droite et centre par rapport à un Emmanuel Macron qui, au cours de son quinquennat, s'est mis sur ce créneau? Non, le problème d'Emmanuel Macron, c'est déjà le en même temps. Quand vous êtes en même temps, vous prenez le plus petit dénominateur commun et au bout de course, vous ne faites pas grand-chose. Aujourd'hui, on est sur un pouvoir qui a laissé complètement filer les déficits, C'est à cause de qui l'épidémie est- aussi. oui, mais pas que, qui n'a plus de ligne structurante et dans une surréaction communicationnelle faite avec un talent énorme d'ailleurs aux situations, aux événements qui sont donnés. Moi, je pose une seule question. Mettons-nous dans 10 ans. Quelles auront été les réformes structurantes du quinquennat d'Emmanuel Macron qui restera? Quelle sera la grande réforme structurante pour ce pays vue en 2030, laissée par Emmanuel Macron sur ce quinquennat? Peut-être l'assurance chômage qui va être en vigueur, Elisabeth Borne le rappelle ce matin dans le Parisien, le 1er octobre, pour pousser les gens à reprendre des emplois. Alors, déjà, parler de ça sur les 6 derniers mois, ça veut dire qu'on l'a pas fait pendant 4 ans et demi. Et ensuite, est-ce que vous pensez dans 10 ans sérieusement que c'est quelque chose qui restera? Et donc la droite fera la réforme des retraites, si elle arrive au pouvoir. Entre autres. Mais on doit aller au-delà. On doit faire de l'urgence écologique une priorité absolue. C'est ce que nous portons avec l'UDI. Nous devons avoir également une réforme de décentralisation. Je rappelle qu'Emmanuel Macron promettait en 2017 un Big Bang de la décentralisation qui n'a jamais été fait. On doit changer la structure de ce pays. On doit alléger l'État et on doit redonner du pouvoir au territoire. Jean-Philippe Dugouin-Clément, JPDC, bonne journée, merci. Merci à vous.